Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Jean-Pierre Levade, économiste et banquier. Jean-Charles Simon, économiste et président de la société d'intelligence statistique Statian. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Le dialogue social fonctionne trop bien? Oui. C'est ça? Oui. J'ai bien entendu? Oui. On a le sentiment d'une terrible panne du dialogue social, notamment interprofessionnel. On a le sentiment chez Emmanuel Macron qu'il a la volonté de reprendre en main le paritarisme et d'exproprier les syndicats de leur mission paritaire. Et là, juste un diagnostic un peu historique. Pendant des décennies, pendant les 30 Glorieuses, etc., le dialogue social en France, c'était les patrons augmentaient les salaires. Ils achetaient la paix sociale en augmentant les salaires, sans reconnaître d'ailleurs les droits du personnel ou des salariés à participer à la vie de l'entreprise. Donc, vous n'allez pas m'embêter, je vous augmente votre salaire, plus que la productivité. Et donc, je m'ajuste par l'inflation et ensuite par la dévaluation. Et ce mécanisme-là est un mécanisme très profond dans les jeunes Français. La dévaluation a été arrêtée, la possibilité de dévaluation a été arrêtée par l'euro. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre d'opposants à l'euro souhaiteraient tellement faire sauter l'euro, pour pouvoir réenclencher ce mécanisme. Mais le mécanisme d'achat de la paix sociale par la distribution d'un certain nombre d'avantages qui coûtent et qui sont définis principalement au niveau des branches et auxquels les entreprises sont obligées de s'aligner, par rapport auxquels les entreprises sont obligées de s'aligner, ce mécanisme de fabrication d'inflation latente au niveau des coûts, il est toujours en marche. Oui, c'est pas une impulsion politique, Jean-Pierre Levade. Non, c'est pas politique. C'est pas du tout on est en train de nous expliquer globalement, il manque l'essentiel. C'est pas politique. Dans l'offre politique nouvelle. C'est le patronat d'un côté, c'est les appareils syndicaux de l'autre. On revient sur ce que vous disiez. On est en train de dire que le dialogue social est un espèce de c'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir parallèle en fait, et que impulsion politique ou pas impulsion politique, il y a un système qui s'est mis en place pour maintenir la paix sociale, qui est donc économiquement, alors là c'est pas moi qui vais sur nous trois être le plus spécialiste de ça, mais qui est une aberration. C'est-à-dire que ce qu'expliquait Jean-Pierre Levade, c'est qu'en fait, on a utilisé ces 20 dernières années des outils parfaitement comptables, parce que la dévaluation, pour moi, c'est de la compta. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des leviers de macroéconomie qui donnent de l'efficacité à une croissance étatique, sociale, peu importe. Ça n'est que des écritures comptables qui permettent de cacher, pardonnez-moi l'expression, un peu tout ça sous le tapis. Bon, maintenant, Nicolas, moi qui suis chef de petites entreprises, je le vis au quotidien, puisqu'en fait, on a des conventions collectives qui sont différentes. Nous n'avons pas forcément les obligations qui sont les mêmes pour telle entreprise. Le jour où vous voulez simplifier et flexibiliser votre groupe d'entreprises en fusionnant des entreprises, ça devient une usine à gaz. Usine à gaz. Vous voulez changer d'un statut d'SARL à SAS, ça devient une usine à gaz, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Premier point, clairement aujourd'hui, il y a très peu, en tout cas, dans le programme actuel tel qu'il est présenté, je le redis, tant que les législatives ne seront pas passées, qu'on n'aura pas vu réellement quelle sera l'équipe, on n'aura pas une vraie distance là-dessus. Et je suis d'accord sur le fait que cette fameuse décision de dire on va faire des ordonnances, il n'y a rien dans les ordonnances pour ça. Parce qu'en fait, pour l'instant, comme on ne sait pas qui sera l'équipe dirigeante et quelle sera la majorité, je pense que le président de la République ne peut pas s'afficher clairement sur des sujets aussi importants pour la paix sociale. Maintenant, j'apporterai juste une petite aparté. La France ne doit pas se tromper. En tout cas, de mon petit niveau, avec beaucoup d'humilité, je passe un message à notre président de la République. Il ne doit pas se tromper. Tout ça ne se fera pas tout seul. La compétitivité de la France, la compétitivité des entreprises françaises ne doit pas se faire tout seul. Le dialogue franco-allemand, qui apparaît comme étant renoué, en tout cas sur de bonnes voies, doit être recréé. Parce que l'Allemagne a fait exactement l'inverse de ce que nous avons fait les 20 dernières années. Et ce qui est aberrant, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, y compris avec notre ami Mark Zuckerberg, c'est nous, en plus, qui avons financé la capacité de l'Allemagne de créer une dévaluation sur les salaires et de se donner une puissance en termes de compétitivité industrielle qui a appauvri. Je ne dis pas que c'est de leur faute. C'est un choix qui a été fait. La France l'a accepté. L'Allemagne en a profité. Aujourd'hui, il faut que ce couple-là accepte de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et que la politique d'ultra-offre de l'Allemagne et la politique d'ultra-demande de la France soient équilibrées. Et des acteurs comme l'Espagne ou l'Italie, qu'il ne faut pas oublier dans l'Europe, auront leur place. Parce qu'en fait, c'est primordial, Nicolas. C'est très bien que la France... c'est très inquiétant que la France ait une balance très négative. C'est très inquiétant que l'Allemagne ait une balance trop positive. Je crois, pas dire de bêtises,
qu'on est quasiment sur la moitié de la balance commerciale européenne avec les Allemands. C'est énorme sur un ensemble comme ça. Il y a un problème macroéconomique. Je pense que mes voisins seront beaucoup plus à même de l'expliquer que moi. Mais pour inverser ce que vous dites, il y a un moment, il faudrait annoncer qu'on va baisser les salaires nominaux. Et je ne pense pas du tout que les gens soient prêts à supporter l'idée qu'on pourrait baisser les salaires nominaux. C'est freiner cette croissance et l'adapter à une réelle réalité. Et à l'inverse, nos voisins d'à côté doivent peut-être aujourd'hui recommencer à accepter le fait que les Allemands doivent redevenir des consommateurs. C'est ce que dit le FMI là. C'est déjà le cas. Le FMI disent les Allemands, ils ont 2,5 fois plus de salariés bas salaires qu'en France. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Deux mots si vous permettez. Premièrement, le mécanisme que nous venons de décrire de perte de compétitivité français, il est masqué par la bonne santé du CAC 40, des sociétés du CAC 40, mais dont je rappelle au passage qu'elles ne font plus que 20% de leur chiffre d'affaires en France. 20%. Donc ce dont nous parlons, c'est les PME, ETI qui sont le tissu économique d'emploi. Le tissu économique réel d'emploi en France. Deuxièmement, j'ai jamais parlé de baisse des salaires nominaux. Bien sûr. Je vous dis salaire et productivité. Christian Noyer, on avait parlé de la baisse des salaires nominaux. Et je ne sais pas s'il l'assumerait aujourd'hui si on lui posait la question. Jamais. Ex-gouverneur de la Banque de France. Salaires nominaux, productivité, c'est les deux termes qu'il faut mettre face à face. Donc ce qu'il faut revoir, c'est la détermination des salaires, des augmentations de salaires, à travers éventuellement davantage d'intéressement, davantage de participation, davantage de parts variables à l'intérieur des entreprises. S'il y avait une réforme fondamentale à faire, ça serait, par ordonnance, ça serait la suppression des branches du jour au lendemain. Ça serait une bénédiction. Alors, tout nous ramène... Non, mais j'imagine le côté révolutionnaire. Tout nous ramène, Jean-Charles Simon, à ce petit bouclet que vous avez fait pour l'Institut de l'entreprise sur le paritarisme et sur le fonctionnement du dialogue social. Une fois de plus, on retombe dessus. Mais oui, mais et ça va nous ramener au fameux rapport parlementaire qui est passé au pilon. C'est normal qu'on retombe dessus, puisque c'est un sujet absolument décisif et hélas, qui est à chaque fois évité dans les débats politiques. Je veux juste un mot quand même sur l'Allemagne. Moi, je comprends bien ce que vous dites, mais enfin, on peut pas demander à des gens qui disent moi, je veux améliorer ma compétitivité, de finalement la dégrader. Alors, il se trouve que d'ailleurs dans l'industrie, dans les salaires de l'industrie, ils ont repris leur marche en avant et qu'en revanche, la France, s'est un petit peu modérée là-dessus. Donc, on ne peut pas demander à des gens qui disent vis-à-vis du monde extérieur, je fais un effort de compétitivité par de l'austérité salariale, de faire moins bien. C'était à nous de faire aussi bien. Et dans nos mécanismes fondamentaux de détermination des salaires, on a deux choses. On a le salaire minimum dont on veut toujours qui prennent en compte une partie des gains, enfin en l'occurrence la moitié des gains du pouvoir d'achat du salaire moyen, donc qui lui-même va augmenter et va donc pousser au-delà souvent des gains de productivité les salaires les plus bas. C'est un choix politique, le SMIC. Et les conventions collectives qui poussent toutes les grilles avec les minima par échelon des salaires à la hausse. Et c'est vrai que moi, je pense, si vous voulez, que la véritable erreur que l'on fait en matière de fonctionnement du dialogue social en France, c'est que quand on parle d'inversion de la hiérarchie des normes, quand on commence à faire des possibilités de dérogation, par exemple par la loi El Khomri, sur des questions très limitées, enfin limitées pas négligeables, mais quand même uniquement partielles, en l'occurrence le temps de travail et l'organisation, quand on envisage dans les ordonnances à venir d'aller plus loin en la matière, il ne faut pas oublier la question des branches. S'il s'agit uniquement de pouvoir faire un peu différemment de ce que prévoit la loi par défaut au niveau de la branche, mais que le niveau de la branche continue de s'imposer au niveau de l'entreprise, comme malheureusement la plupart de nos recodificateurs du Code du travail le proposent tous, ils ne vont pas du tout dans le sens de la vraie subsidiarité de la branche. La branche, elle ne doit venir que comme voiture-balai pour les gens qui, notamment des TPE, n'ont pas de solution, n'ont pas de possibilité de conclure des accords et ne veulent pas d'ailleurs s'embêter avec ça. Et donc ça ne doit être qu'une étagère de solutions à la disposition des entreprises qui se sentent un peu perdues par ailleurs, mais toutes les entreprises qui veulent définir leurs conditions et notamment qui veulent passer des deals avec leurs salariés, de dire je suis désolé mais je ne peux pas augmenter les salaires, en tout cas les salaires fixes, je peux rajouter du variable, je peux rajouter de l'intéressement en fonction des situations, mais je ne peux pas à certains moments dégrader ma compétitivité et augmenter mes charges fixes avec des augmentations salariales. Celles-là, elles doivent pouvoir en tenir à ça. Elles doivent pouvoir être libres aussi dans les conditions, par exemple, de départ des salariés. Un des vrais drames des conventions collectives,
dispositif, c'est qu'il augmente considérablement par rapport au coût du travail le coût réel de la séparation d'un employeur et d'un employé. Il y a des éléments dans les ordonnances. Ça pèse très très lourd sur la possibilité d'embaucher et sur le risque lié à l'embauche. Dans les ordonnances, on va trouver le retour de l'accord de l'article 2 dans sa version initiale de la loi El Khomri sur les accords d'entreprise. On doit normalement retrouver le plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. On trouve des éléments qui sont constitutifs de ce que vous me décrivez. On retrouve la loi Macron 1, quoi, en gros. Alors, oui, ça ne remet pas en cause le mécanisme. Ça ne remet pas en cause le mécanisme pervers d'influence de la branche sur la totalité d'un secteur. Qui a autorité aujourd'hui à et je dois- décider et je dois qu'on dire- supprimerait les branches professionnelles? Qui a autorité pour prendre cette décision, Jean-Charles? Qui pourrait décider? Les supprimer, c'est juridiquement complexe. En revanche, leur considérer qu'elles n'ont pas de pouvoir normatif, ça c'est tout à fait possible. Et ce serait Moins, le moins. cœur. En tout mais cas, qu'elles n'en ont beaucoup pas. moins. Mais Ouais. pourquoi pas? Ouais. Moi, elles ne devraient en avoir aucun. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit par Jean-Pierre Leval. Il faudrait qu'elles n'en aient plus du tout, qu'elles ne soient qu'une pourvoyeuse de solutions Consultatif. complètement indicatives et facultatives par des entreprises qui s'y reconnaissent et qui trouvent que c'est finalement la meilleure des solutions. Je voudrais, pour bien marquer la gravité du problème, je voudrais nuancer le propos de Stéphane. Le déficit de la balance courante française aujourd'hui, ça va être le seul de toute la zone euro. Hein. Le seul. Dans la zone euro. Alors il y a le déficit anglais qui est énorme. Le seul de toute la zone euro. Nous sommes les seuls de toute la zone euro. En déficit primaire, hein. Non, je parle du déficit de la balance courante. D'accord. De la balance courante. Donc, ce que je veux dire, c'est que les autres pays, ils ont quand même fait un certain effort par rapport par rapport à l'Allemagne. Attention, je ne pointe absolument pas l'Allemagne du doigt. Nous sommes les seuls. Nous J'arrive sommes pas à les croire. seuls. Et d'ailleurs, Nicolas, ça se voit dans les gains de pouvoir d'achat des Français ces dernières années. Oui. On peut s'en satisfaire, mais malheureusement, ces gains de pouvoir d'achat qui ont été assez robustes tout au long des années de crise et de croissance très faible, ça pose un vrai problème parce qu'ils ont été obtenus grâce à l'évolution assez régulière des salaires à la hausse et que malheureusement, la situation de l'économie n'aurait pas dû conduire à ces hausses. Alors, c'est là où vraiment... Et du coup, on le paye en chômage. Je n'arrive pas à imaginer une seconde. C'est vraiment le deal implicite qui est en train de se faire en France depuis de nombreuses années, mais qui se matérialise aujourd'hui. Ce que l'on dit là, ce que Jean-Paul Leval a écrit depuis des années sur la perte de compétitivité liée à des salaires qui augmentent en dépit de la productivité et qu'il faut que lorsque l'on s'ajuste, on ne s'ajuste pas par le salaire, mais on s'ajuste par l'emploi, ce qui nous conduit à un chômage de masse qui oscille depuis 1983 à aujourd'hui entre 7 et 10%. Je n'imagine pas que Emmanuel Macron n'a pas compris aussi ça. Et je n'imagine pas qu'on n'ait pas peut-être des surprises avec les ordonnances qui vont être prises concernant justement la hiérarchie des normes. Il peut pas le faire tout seul. Même si, à la Madeleine, hier, on nous a dit que ça n'était pas vraiment une... En Paris, Nicolas, en Paris. Vous pensez qu'il n'y aura pas les éléments? Il n'y aura pas les éléments. Parce que cette responsabilité, c'est une responsabilité des partenaires sociaux. S'il y a des conventions collectives qui sont vraiment trop onéreuses, ce qui est mon jugement, il revient au patronat de les dénoncer. J'ai dénoncé, pas seul, avec le patronat de l'assurance, puis le patronat de la banque, j'ai dénoncé personnellement dans ma vie professionnelle 2 conventions collectives. 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et on a amélioré considérablement la situation de l'appareil productif en matière d'assurance et de banque. Absolument. Vous êtes d'accord également, Jean-Charles, vous ne voyez pas arriver le début du commencement de quelque chose qui pourrait ressembler à... Je crains que non. Alors, attendez, j'ai dit que je trouvais des choses positives. Je suis très content s'il y a une reprise en main par l'État de l'assurance chômage, si c'est pour faire quelque chose de cohérent avec les minima sociaux, de passer d'un dispositif faussement assurantiel aujourd'hui qui repose sur le seul secteur privé à un dispositif davantage de solidarité qui repose sur la collectivité nationale, ça, ce serait une bonne orientation. Donc il y a des orientations qui peuvent être positives, donc je ne veux pas dire que tout est inconsistant ou faible. Mais très clairement sur cette question-là, il y a toujours cette ambiguïté et la plupart des experts qui entourent les politiques depuis des années sur les questions d'évolution du Code du travail, d'évolution des normes sociales, sont toujours à maintenir les prérogatives de la branche et les partenaires sociaux y tiennent. Et je dois dire, ça c'est quand même quelque chose qui
qui est souvent occulté, c'est que nos très grandes entreprises qui sont remarquables et qui sont des très beaux champions internationaux sont parfois un petit peu soit inconséquents, soit des joueurs à tendance un peu anticoncurrentielle, parce que ce sont elles souvent qui ont la main sur la plupart des branches et qui imposent des conditions qu'elles ne ressentent pas comme douloureuses pour elles-mêmes, mais qui le sont pour le reste de tout le tissu économique, avec donc toujours cette obsession du fait qu'il ne doit pas y avoir de dumping social dans la branche, ce qui est une façon en fait de maintenir le corporatisme français extrêmement vivace, avec des règles très favorables aux salariés et très protectrices, imposées à tous, que vivent assez bien des entreprises, d'autant plus qu'elles ne font plus beaucoup de leur activité en France, mais que vivent beaucoup moins bien des plus petites entreprises. Bon, vous m'expliquez que Macron, globalement, a un fond de colbertisme qui va ressurgir. Non, moi je dis pas ça. Je dis juste que pour l'instant, il n'y a pas la démonstration d'une volonté d'aller fortement contre ça. Et quand je vois que dès à présent, si vous voulez, les organisations syndicales, et la plus importante d'entre elles dans le jeu social français depuis au moins 20 ans, qui est la CFDT, qui déroule son agenda régulièrement, je vois que la réaction de la CFDT au projet de réforme du Code du travail par ordonnance de M. Macron, qui est déjà vent debout contre les quelques évolutions, notamment l'encadrement du barème des indemnités prud'homales. Du coup, je suis convaincu que la CFDT sera encore plus virulente si jamais il y avait un assouplissement du caractère normatif des dispositions des branches. Et donc, du coup, je ne vois pas, si vous voulez, cette volonté pour l'instant exprimée et une majorité derrière pour la faire passer. Est-ce qu'on peut On a une histoire ancienne, on peut peut-être pas tout faire en même temps. Est-ce qu'on peut juste ajouter un truc, Nicolas ? Allez-y, oui. Globalement, si on lit le programme de A à Z, qu'il soit économique ou qu'il soit fiscal ou qu'il soit dans l'orientation du capital, etc., pour ne pas que les auditeurs aient l'impression qu'on soit là pour dire qu'il n'y a rien dedans et que c'est une catastrophe et que ça ne va pas bouger, on est quand même sur un mouvement qui, par rapport à ce qui s'est passé, et je vais y aller doucement, sur les 20 dernières années pour être sympa, moi je pense, en tout cas c'est ma conviction, il va se passer quand même des choses. Hein. On parle de flexibilité sur le code du travail. Enfin, il y a quand même dans le programme derrière, et en tout cas dans les gens qui sont à l'origine de ce programme, peut-être pas de façon affichée, de façon marketing, parce que M. Macron est très intelligent sur ce sujet depuis le début, beaucoup plus que M. Juppé ne l'a été, à ne pas dire et dire son contraire là. En revanche, quand on regarde un peu l'équipe et les gens qui sont en train de se préparer derrière, soit à diriger des ministères, soit à être les éminences grises, il me semble quand même qu'on est sur quelque chose d'assez positif et qui va quand même un peu ouvrir le marché du travail français. En tout cas, je vous le dis, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est ce que nous ressentons, nous, petits chefs d'entreprise, c'est ce que ressentent nos clients, professions libérales, chefs d'entreprise, PME, TPE qu'on rencontre tous les jours. Et même si c'est pas forcément l'électorat de base de M. Macron, je peux vous garantir que finalement, là, sur les 15 derniers jours, c'est-à-dire deuxième semaine entre deux tours et première semaine après le deuxième tour, on ressent quand même dans la capacité des Français à vouloir réinjecter, à vouloir investir, etc., ce soulagement que les marchés ressentent. Donc, globalement, restons sur un message positif quand même. Il va se passer des choses. Il va se passer beaucoup de choses. L'investisseur se dit qu'il a quand même tout à gagner d'un ISF qui serait vidé de la partie patrimoine mobilier, d'un prélèvement forfaitaire libératoire. Je redis, parce que ça fait la 10e fois qu'on me pose la question, ça n'est pas parce que vous n'avez pas d'ISF sur l'investissement capital que vous allez vous enrichir. Vous allez prendre un risque. Vous allez prendre un risque. Donc, je suis désolé, mettre de l'argent dans une PME, une start-up, une société en développement ne vous garantit pas de vous enrichir. C'est la rente qui vous garantit de vous enrichir, pas le capital. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pas un avantage donné aux riches que de dire on enlève l'ISF sur la partie capitalistique. C'est pas dit que les Français soumis à l'ISF vont se précipiter sur l'investissement capitalistique. Nicolas, on n'y est pas encore à la fin de l'ISF sur les valeurs mobilières. Parce que malheureusement, ce que j'entends moi depuis quelques jours, c'est que compte tenu de la situation des finances publiques de la France, qui est encore un petit peu plus dure que imaginé auparavant. Il y a un petit leg classique de l'équipe qui s'en va, qui n'est pas terrible pour 2018. Il y a des effets 2018, voilà. 2017, du coup, on n'a pas pour essayer, 2018, parce que comme le disait Jean-Pierre Levade, il faut évidemment que la France montre qu'enfin elle revient dans les clous, puisqu'elle va être la dernière, si rien ne change en 2018, à ne pas être dans les clous au sein de la zone euro. Donc comme il faut qu'elle monte des efforts, j'entends dire depuis quelques jours qu'un certain nombre de réformes, je vous parlais du CICE et de sa transformation en allègement de charges sociales,
je dois entendre dire ça également pour l'ISF, ne serait pas dans la loi de finances pour 2018. Et que du coup, si vous voulez, on attendrait un moment qui, objectivement, politiquement, est beaucoup moins favorable, qui est d'aller vers le milieu du quinquennat pour passer des réformes de cette nature. Et si on ne le fait pas tout de suite, parce que cette réforme-là, elle est quand même très positive, en soi, si elle arrivait, on aurait enfin une des épines dans le pied de la capacité d'investir en France qui serait retirée. Si on ne fait pas ça très vite, tout de suite, je crains qu'en fait, si vous voulez, globalement, tout ça, il y a des bonnes intentions, il y a des personnes qui affichent des orientations plutôt réformistes dans le casting qui est en train de se mettre en place, mais je crains énormément qu'il y ait avant tout de l'image et de la communication et que le contenu soit assez décevant. Et le contenu sera décevant tant qu'on ne touche pas, pour moi, aux deux équations fondamentales. Un, faire baisser vraiment les dépenses publiques en rendant une partie de la protection sociale obligatoire facultative, parce que c'est le cœur du sujet, c'est notre excès de dépenses de protection sociale obligatoire. Tranquille. Mais oui, mais c'est le cœur du sujet. Les 6 points d'écart avec la moyenne de l'Union européenne en matière de prélèvement obligatoire, et c'est exactement 6 points de dépenses de protection sociale en plus. La protection sociale. Et le deuxième sujet, c'est celui qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'entreprise aujourd'hui en France, elle puisse contracter de manière très libre, dans le cadre d'un ordre public social, bien entendu, qui d'ailleurs est défini au niveau européen, et la France peut avoir son cadre. Il faut que l'entreprise, elle puisse contracter avec ses salariés de manière extrêmement libre, dans le cadre de ses limites d'ordre public, mais de manière extrêmement libre, quand même... par rapport à sa branche, par rapport à tout ce qui a été le passé des accords auxquels elle a été soumise. Il faut qu'aujourd'hui, elle puisse dire à mes salariés, ah bah tiens, tu veux travailler 38 heures et pas, voilà, alors chez nous, ce sera 38 heures, ce sera tel type de salaire, il n'y a pas d'augmentation générale, il n'y a pas de ça, et je ne renégocie au cas par cas quand j'en ai la possibilité. Je suis dans quelque chose qui devient d'un coup très souple. J'ai envie de croire que c'est à la carte, que c'est l'état d'esprit qui est derrière ces histoires d'ordonnance, c'est-à-dire la loi autant que nécessaire et le contrat autant que possible. J'ai envie de croire que c'est ça. Je crois, Nicolas, qu'il faut. J'ai envie de croire qu'on n'a pas tout dit. J'ai envie de croire que pour faire les choses, il ne faut pas le dire. Et d'ailleurs, il faut pas entendre par contrat le dialogue social de branche. C'est ça la grande ambiguïté. Jean-Paul Levat, donnez-moi quand même une ou deux raisons d'espérer que vous avez en tête par rapport à l'arrivée de cette nouvelle donne, ce nouveau président, cette nouvelle majorité un petit peu ovni. Parce que là, on est quand même parti sur l'idée qu'il manquait l'essentiel. Donc, on a parlé à l'entrée de la politique européenne. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un élément d'espoir. Oui, mais il faut changer les traités pour faire ce qui est... Non, mais peu importe. Je veux dire, c'est pas plus difficile que de supprimer les branches en France. Dans ces cas-là. Deuxièmement, les mesures fiscales, il faut les revoir, il faut les ajuster exactement. Elles ne sont pas toujours très bien conçues, il y a des ambiguïtés. Mais l'idée qu'il faut alléger la fiscalité sur les revenus du capital, investir en actions, investir en equity, en fonds propres capitaux dans les entreprises françaises, c'est fondamental. Troisièmement, j'espère que le jeune et nouveau président de la République saura inspirer le patronat français en lui demandant de prendre ses responsabilités. Je suis d'accord. On va terminer un mot sur Ford. C'est une information qui est restée pour l'instant dans les colonnes de la presse économique. Tout va bien, à part que Ford, d'après le Wall Street Journal, envisage d'ici la fin de la semaine d'annoncer tout simplement la suppression de 10% de ses effectifs. Voilà. 20 000 personnes seraient concernées au niveau mondial. Objectif, relever le cours de l'action qui a été considérablement attaqué, qui a perdu 40% en 2 ou 3 ans à la suite d'une perte de rentabilité, même si les profits sont à un niveau record. Vous imaginez l'équation incroyable. Ford supprime 20 000 postes avec 2 années de profit record en 2015-2016 uniquement pour satisfaire le bon vouloir de ses actionnaires. Je vous laisse imaginer le débat derrière. Si en plus des emplois sont touchés en France, ça va peser lourd dans le début du quinquennat. Jean-Charles Simon. Moi, d'abord... quand vous regardez l'actualité des groupes américains, ce genre de mouvement qui semble totalement impressionnant en France, de mouvement assez drastique sur le niveau de l'emploi, il se fait très fréquemment. Et finalement, ce qui compte de manière globale, Monsieur Attali l'a dit de manière peut-être un petit peu maladroite, d'ailleurs je crois qu'il est revenu sur l'expression à propos de Whirlpool à Amiens, mais ce qui compte de manière globale, c'est la création nette d'emplois sur le territoire. C'est ça qui compte. Donc après, il y a des entreprises qui effectivement ont le sentiment qu'elles n'ont plus de projets
assez rentables à mettre en œuvre, qu'elles emploient des moyens de production qui n'ont pas la rentabilité Oui, mais là, attendue par leurs actionnaires. Du coup, c'est normal. C'est normal. C'est une question. Vous allez voir le licenciement boursier là. Mais non, Nicolas, c'est ce qu'il faut expliquer. Ça doit faire partie du fameux désenchantement du monde de Max Weber que la France doit enfin intégrer. Il faut arrêter de parler de discours magiques et de croire que forcément une entreprise qui à un moment est profitable doit embaucher. Non, par moment, elle n'a pas de bon plan pour employer ses ressources et être profitable. Donc, il faut qu'elle... Désaccord pour une fois. Alors, je suis en désaccord. Jean-Paul Levade, allez-y, on a 1 minute 30. Compte tenu de toutes les horreurs que j'ai prononcées aujourd'hui, je suis heureux de terminer en disant que ça me paraît être l'exemple même d'une forme de capitalisme qui est de mon point de vue, inacceptable en Europe, qui est le capitalisme de Wall Street, c'est-à-dire un capitalisme complètement dominé et conduit par l'actionnariat. Ça n'est pas le modèle européen, ça n'est pas le modèle que je souhaite en Europe, et c'est une forme de capitalisme qui, à l'intérieur de l'Europe, doit être régulée. Si je peux apporter... Pour terminer, on a moins d'une minute, Stéphane Van Nuffel. Attendez, c'est pas officiel, c'est une information du Wall Street Journal. Nicolas, c'est exactement ça que je veux dire. Il faut faire hyper attention à ce genre d'influence, parce qu'en fait, aucun d'entre nous n'a accès aux comptes, à la santé, aux projets d'investissement du groupe Ford. Personne ne sait réellement si derrière tout ça, c'est juste pour nourrir mieux Madame Smith qui habite au Miami, qui a 80 ans et qui veut son fonds de pension. Ça, c'est tout de suite le fantasme qui va être lancé. Après, derrière, je suis un peu partagé, parce qu'en tant que libéral, forcément, j'ai envie de dire, l'important, c'est que si jamais il y a 20 000 postes qui sont détruits chez Ford, ils trouvent de la place chez General Motors ou chez Tesla. Parce que vous me connaissez, Nicolas, moi je suis schumpeterien à fond. Oui, Tesla vaut plus que Ford. Nicolas, je ne suis pas inquiet pour les salariés de l'automobile américain qui seront licenciés aux États-Unis. Oui. Je vais être plus inquiet pour l'usine bordelaise, dont on connaît très bien son leader syndical. Hein. Je le connais très bien. Oui. Donc je suis inquiet pour ceux-là. Blanquefort. On n'aura pas. 1000 salariés. Nous n'aurons pas de solution. En tout cas, localement, il n'y aura pas de solution à leur donner. C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que c'est pour les salariés, est-ce que c'est pour les actionnaires ou pas. C'est indéfendable, Nicolas. C'est indéfendable. Si ça n'est que pour enrichir un décile, c'est indéfendable, et c'est le libéral que je suis qui vous le dit. Parce que ça n'est même pas la base du capitalisme smithien. On est bien d'accord. Fondamentalement, pour moi, c'est l'allocation optimale des ressources. L'allocation optimale des ressources. Il nous lance un nouveau débat. À un moment, par exemple, Apple a énormément de cash et n'embauche pas avec tout ce cash-là. On pourrait dire que c'est bien pire qu'un groupe qui réduit l'emploi. Que fait Apple de ces 250 milliards de cash? Personne n'est ému de ça. Pour l'instant, il y a un plan exactement. Et pour l'instant, il considère qu'il ne trouve pas d'idée pour employer ça de manière intelligente. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'allocation optimale des ressources. Et là où je comprends tout à fait ce que dit Jean-Pierre Levade, c'est qu'effectivement, en revanche, on n'a pas les mêmes approches et les mêmes modèles sociaux. Donc, si jamais ça se fait en France, ça doit se faire dans des conditions qui ne sont pas les mêmes conditions qu'aux États-Unis. Il faut faire confiance à notre président de la République pour réussir à faire ce virage. Et Nicolas, pour la petite blague, un jeune homme dynamique qui est né en 77 ne peut que réussir. Je connais bien le sujet. C'était Jean-Pierre Levade, Jean-Charles Simon, Stéphane Van Nuffel. Rendez-vous dès demain à 9h.